Longtemps, vous avez été un objet dans le paysage de son règne, une possession dont elle disposait à sa guise. Mais aujourd'hui, nous allons cartographier ensemble le chemin inverse, celui qui mène de la chose possédée à la femme souveraine. Comment cesser d'être le reflet de son regard pour devenir l'auteur de votre propre récit, en cessant de lire dans ses yeux pour vous y chercher, en écrivant votre histoire avec l'encre de vos choix et non avec le poison de ses attentes, en devenant page après page l'héroïne de votre vie plutôt que le personnage secondaire de la sienne. Comment se protéger d'une mère toxique sans nécessairement couper les ponts? Dans ce nouvel épisode, découvrez l'art délicat de la distance infranchissable, ces stratégies concrètes pour communiquer sans se détruire, poser des limites sans déclarer la guerre et préserver votre paix intérieure tout en maintenant un lien maîtrisé. Je suis Fatem Zahra Alami, cartographe des frontières intérieures. Je dessine avec les survivantes les limites invisibles qui transforment l'enfer relationnel en un territoire de paix reconquise. Je donne une voix à ces mots qui n'ont jamais eu de mots, et j'enseigne l'art subtil de la distance qui libère sans couper les ponts. Face à une telle toxicité, une question se pose inévitablement. Pourquoi ne pas simplement couper les ponts? La tentation de la rupture totale est immense, et pourtant, la psychologie nous enseigne que cette solution parfois nécessaire, dans des cas extrêmes, n'est pas toujours la plus salutaire. Pourquoi? Parce que couper les ponts avec un membre de sa famille, et particulièrement avec sa mère, c'est souvent devoir affronter une double peine, celle de la relation toxique et celle d'un deuil impossible à faire. Le lien maternel, même empoisonné, reste un lien fondamental qui, lorsqu'il est brutalement tranché, peut laisser des plaies aussi profondes que celles de l'emprise. Alors, si la rupture n'est pas la voie royale vers l'apaisement, que reste-t-il? Il reste cet espace étroit mais puissant de la frontière salvatrice. Cet espace où l'on apprend à transformer le champ de bataille en un territoire aux frontières claires. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les piliers concrets de cette reconstruction. La littérature scientifique en psychologie et en neurosciences apporte des nuances cruciales au no contact ou à la rupture de contact, une solution souvent perçue comme la seule issue. Pourquoi cette approche radicale n'est-elle pas toujours salutaire? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Le premier, c'est le lien d'attachement, une empreinte cérébrale inévitable. Tout commence par notre biologie même. Les travaux sur la théorie de l'attachement révèlent que le lien parent-enfant constitue notre premier modèle relationnel littéralement câblé dans notre cerveau. Cette programmation initiale explique pourquoi la rupture complète revient à nier une partie fondamentale de notre architecture émotionnelle. Que le lien soit maintenu ou rompu, le deuil ambigu, ce chagrin pour une personne physiquement présente mais émotionnellement absente, est un fardeau inévitable. On pleure de toute façon la mère qu'on n'a jamais eue. Deuxième facteur, la rupture familiale, une douleur neurobiologique unique. Au-delà de l'exclusion sociale générale, les études en neurosciences sociales révèlent un mécanisme plus profond. La rupture d'un lien du sang active des circuits de détresse spécifiques.
Le cerveau traite cette rupture comme une amputation identitaire, bien différente d'une simple exclusion sociale. Contrairement à une séparation conjugale où le partenaire peut être remplacé par un autre, la coupure familiale déclenche une douleur archaïque liée à notre besoin fondamental d'appartenance tribale. Se couper de sa tribu familiale devient à superposer une seconde couche de souffrance à la blessure originelle de la relation toxique. Cela ne résout pas le deuil ambigu, cela y ajoute le poids de l'isolement choisi. Troisièmement, le risque d'aggravation des souffrances. La recherche indique que si la rupture peut apporter un soulagement temporaire, elle expose à long terme à des risques spécifiques. Une culpabilité existentielle liée à la transgression du lien familial. Un isolement généalogique qui prive de tout un réseau d'appartenance. Un conflit identitaire entre le besoin de protection et la loyauté familiale. Et enfin, quatrièmement, la résilience par la réévaluation, non par la rupture. Les recherches en psychologie de la résilience montrent que les individus les plus résilients sont ceux qui développent une distance émotionnelle. Ils préservent mieux leur équilibre psychique. La compétence clé ici n'est donc pas la rupture, mais l'art de transformer un lien toxique en relation circonscrite. La science ne dit pas rester à tout prix. Elle dit le deuil de la relation idéale est inévitable. La rupture totale est un traumatisme supplémentaire qui ne l'efface pas. La stratégie la plus résiliente est souvent d'apprendre à se protéger, pas nécessairement hors du lien familial. Cela exclut bien sûr les relations amicales, amoureuses et conjugales. La première frontière à établir n'est pas autour de vous, mais en vous. C'est ce que j'appelle le contrat intérieur, ces serments silencieux que vous vous faites à vous-même et que plus rien ne pourra briser. Voici 7 stratégies pour vous protéger. La première, c'est le pont-levis émotionnel. Imaginez un château fort avec son pont-levis. C'est exactement la métaphore de la distance émotionnelle. Le pont-levis reste baissé, le contact est maintenu, mais les portes de votre forteresse intérieure restent closes. Vous échangez des politesses, des nouvelles superficielles, mais vous ne laissez plus pénétrer vos émotions, vos projets intimes, vos vulnérabilités. Elle n'a plus accès à votre jardin secret. La deuxième stratégie, la communication en sas. Avant chaque interaction, instaurez un sas de décontamination. Prenez un moment pour vous ancrer dans votre identité d'adulte. Pendant l'échange, utilisez la technique du brouillard. Réponse courte, neutre, sans engagement. C'est intéressant, je note, je verrai. Après l'interaction, rétablissez le sas. Quelques minutes encore pour respirer, noter ce qui s'est passé et vous délester émotionnellement. Troisième stratégie, le cadrage spatio-temporel. Vous contrôlez désormais le cadre. Les rencontres sont brèves, 1 heure maximum. Si possible, dans des lieux neutres, cafés, parcs et espacés, toutes les 3 semaines par exemple. Évitez votre chez-vous, comme ça vous pouvez repartir quand vous voulez. Ce cadrage crée une barrière concrète de protection qui limite les dégâts et qui rend la relation plus supportable. Quatrième stratégie, la réorientation des attentes. Elle vous demande un service déraisonnable. Au lieu de refuser frontalement ce qui alimente le conflit, pratiquez la réorientation. Je comprends que ce soit important pour toi et voici ce que je peux faire. Proposez votre alternative. Vous reconnaissez comme ça sa demande sans vous y soumettre.
Mais si cette réponse la déclenche, répondez alors « Je réfléchirai, je verrai ce que je peux faire ». Ces formulations neutres désamorcent l'urgence toxique. Elles vous offrent une échappatoire sans confrontation directe. Vous ne refusez pas, vous ne vous engagez pas non plus. Vous vous accordez du temps, le temps de prendre une décision qui vous respecte, loin de sa pression. Une fois à distance, évaluez sereinement. Cette demande respecte-t-elle vos limites? Sinon, la réponse finale peut être un simple « finalement, ce ne sera pas possible », sans justification, sans culpabilité. 5e stratégie, utilisez le langage du détachement, phrase bouclier. Face à une provocation, le silence est une forteresse. Mais parfois, il faut des mots boucliers, ces formules qui désamorcent sans engager. Je vois, je prends note, c'est ton point de vue, c'est une façon de voir. C'est possible. Vous reconnaissez sans valider. Je vais y réfléchir. Vous gagnez du temps sans promettre. Nous sommes différentes, vous constatez sans juger. Ces phrases sont des ponts-levis que vous contrôlez entièrement. 6e stratégie. Gérez les contre-attaques. La tempête prévisible. Quand elle sentira votre nouvelle force, elle redoublera ses provocations. C'est inévitable, les crises, les larmes, les accusations, autant de tentatives pour faire céder vos nouvelles frontières. Pendant ces scénarios, visualisez une bulle de lumière protectrice autour de vous. Les critiques, les remarques toxiques glissent sur cette bulle sans vous atteindre. Cette technique simple mais puissante crée une séparation psychique immédiate. Les mots peuvent entrer dans vos oreilles, mais plus dans votre cœur. Vous pouvez visualiser aussi sa colère comme un feu qui la brûle, mais qui ne vous atteint pas. Cette tempête lui appartient, pas à vous. Maintenez le cap, ne cédez pas, et rappelez-vous, chaque tempête que vous traversez sans céder consolide votre souveraineté pour toujours. 7e stratégie, ce qu'il ne faut plus faire. Ne plus justifier vos choix, vos décisions, ne plus partager vos succès parce que cela active sa jalousie, ne plus rien partager qui vous concerne personnellement, vos rêves, vos finances, vos projets, vos relations. Ces territoires lui sont désormais inaccessibles. Ne plus réagir aux provocations. Privez le système de son carburant. Ne plus montrer vos émotions, cultivez une neutralité imperturbable. Ne plus espérer qu'elle change, accepter qu'elle soit ainsi et accepter son insatisfaction chronique. Ne plus vous excuser d'exister, ne plus vous rendre plus petite. Et enfin, ne plus chercher son approbation, agissez selon votre propre code moral. Chaque point de cette liste correspond à un fil que vous coupez du système de manipulation. En ne justifiant plus, vous redevenez souveraine de vos décisions. En ne partageant plus, vous protégez votre jardin intérieur. En ne réagissant plus, vous tarissez sa source d'énergie. Cette discipline apparemment froide est en réalité l'acte d'amour le plus radical que vous puissiez vous offrir. Après des années à douter de votre propre perception, retrouvez votre boussole intérieure. Réapprenez à vous faire confiance. C'est un acte révolutionnaire. Commencez par les petites décisions. Ce que vous mangez, ce que vous portez. Chaque choix confirmé devient une pierre dans la reconstruction de votre confiance. Voici des exemples concrets. Dressez votre journal des micro-victoires. Notez chaque soir 3 décisions que vous avez prises sans influence extérieure. Bâtissez votre réseau de soutien, votre famille de cœur. La famille ne se choisit pas, mais les amitiés, si. Votre famille de cœur, ce sont ces personnes qui vous voient, vous entendent et vous célèbrent sans arrière-pensée. Identifiez les témoins bienveillants, celles qui valident votre réalité sans la questionner. Cultivez les relations qui vous renvoient une image positive de vous-même.
Apprenez à recevoir. Laissez les autres vous soutenir sans vous sentir redevable. Devenez votre propre meilleur ami. Parlez-vous comme vous parleriez à une sœur bien-aimée. Votre mère aura peut-être pris votre enfance, volé votre adolescence, confisqué votre jeunesse. Mais regardez-vous, vous lui avez échappé. Et ce territoire intérieur que vous avez reconquis pierre par pierre, nul ne pourra jamais plus y pénétrer sans votre consentement. La métamorphose est accomplie. Vous passez de celle qui luttait à celle qui observe avec une sage indifférence, de celle qui se justifiait à celle qui pose des choix et assume la souveraineté, de celle qui redoutait les tempêtes à celle qui désormais les regarde passer sans y participer, ancrée dans son propre centre. Cette voix qui tremble sans larmes, qui se brise sans cri, est la preuve que votre corps reconnaît la vérité des mots que vous prononcez. Cette fragilité apparente est en réalité la signature de votre authenticité. C'est le son de la mémoire cellulaire qui émerge, la trace acoustique d'une douleur qui n'avait jamais eu le droit de s'exprimer. Cet apaisement que vous pouvez ressentir en écoutant cette série de podcasts est la preuve que la guérison est possible. Ce n'est pas un oubli, mais une transmutation. La blessure est toujours là, mais elle n'est plus vous. Elle est devenue une histoire que vous pouvez raconter et non plus un poison qui vous habite. En vous reconnaissant dans ces propos, vous vous êtes offert à vous-même le plus beau des cadeaux, la preuve concrète que vous avez survécu et que votre voix, même tremblante, a le pouvoir de vous libérer. Cette paix est votre droit le plus légitime. Accueillez-la. Elle est la preuve que vous êtes en train de redevenir l'architecte de votre propre existence. Votre combat n'aura pas été de la vaincre, mais de vous retrouver. Et dans ce retour à vous-même, puissiez-vous reconnaître la femme la plus importante de votre histoire, celle que vous êtes devenue, résiliente, forte et enfin libre. Prenez soin de vous.